Bienvenue sur CivilNet, mon invité est Tigran Igavian, il est chercheur, analyste géopolitique et journaliste. Le 10 février et 11 février dernier s'est tenu le sommet de l'intelligence artificielle à Paris. L'Arménie faisait partie des pays invités. Comment s'est passée la rencontre entre Nicole Pachinian et les journalistes? Tigran, vous étiez sur place, vous étiez parmi les journalistes présents pendant la conférence de presse. Quelles sont les questions qui ont été abordées et qui ont particulièrement retenu votre attention? Bonjour Annie, merci pour votre invitation et permettez-moi de corriger cette information. Il ne s'agissait pas d'une conférence de presse, ni d'une rencontre avec des journalistes, mais d'une rencontre avec des, entre guillemets, notables, entre guillemets, représentants de la communauté arménienne de France sélectionnés, puisqu'il n'y avait, pour des raisons qu'on comprend, pas de représentants du parti FRA d'Achang Souchoun qui sont opposés à la politique de M. Pachinian. Ça s'inscrit en fait dans le contexte des visites qu'il a déjà effectuées en Suisse et aux États-Unis avec des membres de la communauté arménienne de ces pays-là, afin de vendre, entre guillemets, sa vision, son projet d'Arménie réelle. Donc le but, c'était d'expliquer en fait les transformations idéologiques en cours en Arménie et essayer, tant bien faire que peu, de convaincre en fait son auditoire d'adhérer à son discours. Donc ce qu'on peut dire sur la forme, déjà sur la forme, un point important, il s'agissait d'une rencontre informelle, voire amicale, dans un hôtel luxueux des beaux quartiers parisiens. Or, le protocole sécuritaire était tellement draconien qu'on avait l'impression plutôt d'être en présence d'un régime autoritaire, voire totalitaire, puisque sinon, comment expliquer qu'on vous interdise, outre vos téléphones portables, vos montres, qu'on interdisait à tous les journalistes qui étaient dans la salle, il y en avait quelques-uns, de prendre des photos, de prendre des notes, même prendre des notes, ça crée un climat de défiance. Ça crée un climat de défiance réciproque. Et à côté de ça, le Premier ministre avait sa propre équipe de com avec sa propre caméra et au terme de cet échange, ils ont diffusé des vidéos qu'ils avaient bien entendu montées pour éviter de montrer des passages qui choquaient. Quant aux questions-réponses, c'était des questions qui étaient essentiellement tournées vers la situation en Arménie, les relations bilatérales franco-arméniennes qui sont il faut le souligner, hein, excellente. Et il y a beaucoup de belles perspectives, hein, notamment dans le cadre de la coopération militaire et le nucléaire civil. Ce sont des sujets porteurs de perspectives pour l'Arménie. Mais ce qui peut prêter à confusion et ce qui est extrêmement difficile pour les Arméniens, les militants arméniens de diaspora, c'est d'accepter que M. Pachinian, très explicitement d'ailleurs, il l'a dit à la question que je lui ai posée, veut monter une diaspora contre une autre, c'est-à-dire la nouvelle diaspora qui serait plus tournée vers les affaires, le business, et qui serait complètement dépolitisée, qui serait docile, si vous voulez, à ses positions, et une diaspora classique, héritière d'un militantisme qui a commencé dans les années 60 et qui a réussi à faire reconnaître le génocide de 1915, qui a joué un rôle extrêmement important pour la défense de l'Artsakh, des droits du peuple arménien, sans y aboutir complètement. Donc tout cela est balayé d'un revers de la main à travers cette nouvelle formule de l'Arménie dite réelle. Donc je trouve nous avons un choc, un double choc. Il y a un choc déjà d'ignorance. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la première fois qu'on parle de ce débat. Ne nous racontons pas d'histoire. Je veux dire, au début des années 1990, quand le président d'Arménie, Levon Tel-Petrosyan, arrive au pouvoir, il y avait déjà une fracture idéologique entre son équipe au pouvoir incarnée par le parti MNA, le mouvement pan-arménien, et son principal opposant en diaspora qui a commencé à s'implanter en Arménie, la FRA d'Achnak Souchoun, autour de l'idée de l'État, autour de l'idée de la nation. Donc ce n'est pas des nouveaux sujets. Et la vision de l'époque de Levon Petrosyan, c'était je suis le chef d'un État. L'Arménie, c'est effectivement un État reconnu, membre du système international, avec sa superficie qu'on connaît, avec les contraintes qu'on connaît, c'est-à-dire un blocus, un enclavement, une situation économique chaotique, dont je ne peux pas me permettre, moi, chef d'État de l'Arménie, le luxe de alimenter une rhétorique nationaliste ou d'exiger la reconnaissance du génocide à la Turquie, sachant que mon intérêt, l'intérêt stratégique de l'État, c'est de normaliser avec tous mes voisins parce que je pars du principe qu'il n'y a pas d'ennemis héréditaires, mais il y a des intérêts permanents. Un État défend ses intérêts. Donc, M. Pachinian a recyclé ce discours, mais il le recycle déjà avec une communication qui ne passe pas du tout parce qu'elle exclut toute forme de dialogue. Donc, on retrouve un dialogue constructif, je veux dire, sur les idées, sur ce qu'est l'Arménie, quelle est l'identité de l'Arménie. Est-ce que l'Arménie est un État-nation ou pas? La question n'est pas évidente, puisque M. Pachinian ne représente pas toute la nation arménienne. Il a été élu par
les citoyens de la République d'Arménie, et même pas ceux qui sont à l'étranger, parce que vous avez aussi une importante diaspora nouvelle arménienne à l'étranger qui a la nationalité arménienne, mais qui ne peut pas voter. Donc, l'Arménie est un État-nation incomplet, inachevé, hybride. Et puis, il y a ce débat sempiternel aussi qu'on retrouve entre ce qu'on appelle le haïtadisme, qui est incarné en partie par le Dashnak Soutoun, mais pas uniquement. Hein. Il y a aussi d'autres organisations qui portent ce combat et qui, pour elles, et je dirais même pour elles, la notion de l'État arménien, elle est pas claire. C'est-à-dire que vous avez une absence de considération de ce qu'est l'État comme réalité palpable, avec ses contraintes, avec ses droits et ses devoirs de citoyens qui doivent payer leurs impôts, qui doivent servir l'armée. Et à côté de ça, vous avez cette rhétorique, c'est vrai, je dirais un peu messianique, mais qui aujourd'hui est complètement bouleversée par la nouvelle donne géopolitique que nous connaissons depuis 2020. Et donc, je crois que expliquer, on ne peut pas ne pas expliquer, comprendre cette rhétorique de l'Arménie réelle depuis quelques mois, qui est tout le temps relayée par les réseaux, les canaux officiels du gouvernement arménien, sans comprendre et sans tenir compte des déclarations du président azerbaïdjanais Aliyev. C'est très très important. Je pense qu'on ne peut pas ne pas faire l'impasse de cet lien, de cette relation de cause à effet. Monsieur Aliyev a donné un lettre. Excusez-moi. Donc ça revient à ce que, suite à une conférence de presse avec des médias locaux, dans lequel donc l'Azerbaïdjan parlait de l'Arménie en tant qu'État fasciste, qui était un danger pour la région, et d'autres choses. Vous pensez que c'est directement lié aux propos tenus par Aliyev qui influence Pachinian dans son nouveau discours et dans sa nouvelle notion d'Arménie réelle? Oui, mais c'est Pachinian, en fait, il fait pas de l'action, il fait de la réaction. Il n'a pas le temps, il communique énormément, mais je ne connais pas, à ma connaissance, de plan, de projet qu'il ait porté avant ces déclarations de façon explicite. On reste encore au stade de la communication. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'État azerbaïdjanais poursuit un plan extrêmement concret, extrêmement clair, qui consiste à anéantir progressivement l'État arménien et la nation arménienne. Anéantir l'État arménien via un découpage, un grignotage de son territoire. Ça a été la chute de l'Arsar, bien sûr, mais c'est aussi une stratégie qu'on appelle la stratégie du salami, c'est-à-dire qu'on maintient une pression extrêmement forte aux frontières du Sionik et du Gralkounik pour alimenter donc un climat d'insécurité permanente. Et cette insécurité, elle n'est pas que physique, elle est aussi psychologique. Donc c'est aussi un état de guerre psychologique que l'Azerbaïdjan exerce sur l'Arménie pour l'empêcher en fait de se projeter, de nourrir une vision. Non, on est dans la réaction. Alors ça, c'est pour l'Arménie. Et l'autre étape consiste à anéantir moralement, psychologiquement, spirituellement la nation arménienne en tant qu'unité. Hein, je veux dire l'Arménie, la diaspora, l'Artsakh. Donc l'Artsakh est tombé. Il faut casser toute référence à l'Artsakh. C'est ce que fait Aliyev très bien, puisque aujourd'hui, vous écoutez les propos de M. Pachinian sur l'Artsakh, c'est fini. Les propos du président du Parlement à ces moyens ne sont pas anodins. Il faut les inscrire dans un contexte précis. Il faut anéantir toute référence à l'Artsakh, au peuple de l'Artsakh, à la culture de l'Artsakh au niveau officiel. Et enfin, anéantir la diaspora, c'est-à-dire anéantir son discours irrédentiste, c'est-à-dire le fait que la diaspora soit politisée. La diaspora a toujours été, vous savez, dans le schéma panturquiste, une sorte de caillou dans la chaussure, une sorte d'empêcheur de tourner rond. Souvenez-vous des protocoles arméno-turcs de 2009. À l'époque, il y avait une vision, le président Serge Sarkisian voulait absolument normaliser avec la Turquie pour des raisons géopolitiques, économiques, et s'était heurté de front à l'opposition de la majorité, mais pas de toute la diaspora, mais de la majorité des forces politiques de la diaspora, qui le traitaient de traître, etc. Donc remettons dans le contexte et rappelons deux choses essentielles. La première, la normalisation des relations arméno-turques n'est pas l'affaire de la diaspora. La diaspora n'a rien à dire à ce sujet parce qu'il s'agit de l'affaire d'États souverains membres du système international. Par contre, lorsqu'il s'agit de parler de réconciliation, c'est autre chose. Et là, oui, la diaspora arménienne, héritière en majorité, mais pas uniquement, des descendants, des rescapés du génocide de 1915, a son mot à dire en tant que dépositaire de cette mémoire collective. Alors, ce qui est très inquiétant, et là je disais encore, je reviens un peu à cette guerre psychologique, c'est que
les Azéris ont réussi à marquer un point important, c'est-à-dire de diviser, de polariser l'Arménie et la diaspora à travers cette instrumentalisation, cette communication qui passe pas très bien de cette Arménie réelle qui doit absolument assurer sa survie sur le territoire qui reste, c'est-à-dire une assiette territoriale très réduite, mais en aucun cas on parle de vision stratégique. En aucun cas on évoque la possibilité d'intégrer les ressources humaines de la diaspora pour sécuriser cet État, pour le développer. Moi je pense que si on doit parler d'Arménie réelle, il ne faut pas se voiler la face. Il y a 3 sujets. Le premier, c'est la démographie. L'Arménie accuse un déclin démographique extrêmement inquiétant. Si d'ici les prochains mois, prochaines années, le gouvernement arménien ne met pas en place une agence arménienne de rapatriement, mais un rapatriement sélectif sur la base du talent, sur la base des compétences professionnelles, et encore une fois, il faut en appeler à la responsabilité de chacun. L'idée n'est pas d'avoir des a priori politiques en faveur ou contre de M. Pachinian. L'idée, c'est de changer le paradigme. Jusqu'à présent, le paradigme en diaspora était celui de l'idéal national. Il faut défendre la cause arménienne. M. Pachinian a bien fait de le rappeler, hein, il a raison, et c'est un écho déjà au discours de Levanta Petrosyan dans les années 90. C'est-à-dire que l'Arménie étant un État, c'est le seul État que nous avons, elle ne peut pas se payer le luxe de défendre la cause arménienne parce que les contraintes sont trop fortes, il y a une épée de Damoclès qui est trop forte, donc ça met en péril sa sécurité. Donc changeons de paradigme, adoptons le paradigme de l'État, mais ça sous-entend des devoirs des deux parties, des responsabilités des deux parties, c'est-à-dire mise en place d'un programme de citoyenneté, un service militaire pour les Arméniens de la diaspora, des programmes, donc compléter et renforcer déjà les programmes existants qui existent au sein du Haut Commissariat de la diaspora, comme le programme e-Courts, comme le programme qui attire des jeunes stagiaires diplômés dans les administrations, qui est un programme qui fait sens et qui est louable, le programme Océnélouche qui attire les startups de la diaspora pour contribuer à un écosystème innovant et compétitif en Arménie. Tout ça fait sens, mais il n'existe pas à ce jour, Annie, à ma connaissance, l'once d'une feuille de route. Il n'existe pas de vision, il n'existe pas de projet qui dépasse la simple rhétorique du côté de l'Arménie, d'où cette défiance croissante. Et en face, vous avez une diaspora arménienne politisée, certes, mais qui est paralysée par sa torpeur, par ses luttes d'ego, par son incapacité aussi à mûrir politiquement face à ce nouveau paradigme. Donc on est maintenant aujourd'hui face à un choc des connaissances. Il y a une méconnaissance totale de la part du gouvernement arménien de ce qu'est la diaspora, une volonté de remplacer la diaspora classique par une diaspora dépolitisée et plutôt proche de l'Arménie par sa culture, ses mœurs, son histoire, et donc aussi une volonté donc de la remplacer par, de fragiliser la diaspora. Or, le problème, une diaspora faible, c'est une Arménie faible. Et une Arménie faible, c'est une diaspora faible réciproquement. Donc tout cela fait aussi le jeu des ennemis du peuple arménien, attiser en fait la défiance réciproque. Donc choc de connaissances, choc de confiance, et je dirais encore une fois, guerre psychologique qui est exercée à la fois contre l'Arménie, mais aussi contre la diaspora. Il faut vraiment qu'on tienne compte de cette réalité pour éviter qu'on sombre dans les commentaires émotionnels, les invectives, les insultes. Je crois que les Arméniens de diaspora et d'Arménie n'ont pas le luxe de sombrer dans ce spectacle affligeant qui traduit, à mon sens, une immaturité politique. L'argument qui est souvent brandi par le gouvernement arménien et par Nicole Pachinian, c'est la fragilité du pays en termes de sécurité. Vous en avez parlé, mais on y revient. On le sait, pour remettre un peu de contexte aussi, on a connu une guerre dont on est sorti perdant. En 2023, on a perdu la totalité du Haut-Karabakh. On est encerclé par un pays qui nous est totalement hostile et qui cherche à faire une guerre sans cesse et brandit souvent la menace d'une guerre comme moyen pour répondre à ses exigences. Et puis on a la Turquie à côté qui soutient l'Azerbaïdjan, et puis on a la Russie qui en fait de même. On a la Géorgie et l'Iran qui ont en d'autres mots d'autres chats à fouetter, ils ont leurs problèmes à eux. L'Arménie est un peu seule, malgré le soutien très amical de l'Inde ou de la France. Est-ce que finalement cet argument, elle n'est pas assez valide que pour dire il faut qu'on revoie justement la manière dont on a façonné l'Arménie et l'identité arménienne pour sauver la peau du pays en fait? Tout cela, encore une fois, ça renvoie à
à cette question que je vous pose, que je me pose aussi, c'est quel État, quelle architecture de sécurité l'Arménie peut mettre en valeur pour nourrir une vision stratégique qui pourrait sanctuariser son territoire. Le grand défaut des élites arméniennes d'Arménie, de diaspora, c'est toujours de chercher un salut, un sauveur à l'extérieur de ses frontières. Ça a été les Russes qui ont abandonné à 3 reprises les Arméniens en 1915, en 1917, en 1920-21, plus tard en 2020 et 2023. Donc c'est quand même une longue série d'abonnements, mais aussi d'abandons, mais aussi une réalité qui doit nous pousser, nous, à nous interroger sur le fait que les intérêts arméniens ne coïncident pas forcément avec les intérêts de la Russie. Donc je pense qu'encore une fois, on revient à la question centrale, c'est le paradigme de l'État. Vous êtes un État, vous êtes un monstre froid, vous devez penser à vos intérêts géostratégiques sans mettre... Et le problème des élites arméniennes, c'est qu'elles ont encore cette émotionnalité, cette charge émotionnelle qui pousse à se venger de ces Russes qui les ont maltraités, qui les ont abandonnés en opérant un pivot vers les États-Unis et l'Union européenne. Est-ce que ce pivot vers l'Union européenne, c'est-à-dire cette volonté de s'arrimer politiquement à l'Union européenne, est un gage de sécurité? Est-ce que vous pensez que les quelques 200 observateurs civils de l'Union européenne qui sont postés aux frontières de l'Arménie et l'Azerbaïdjan sont les garants de l'intégrité territoriale de l'Arménie? La réponse est non. Non, très clairement non. Ce n'est pas avec des jumelles et des blocs-notes et sans même publier les cartes, la cartographie où on voit les positions azerbaïdjanaises en territoire souverain de l'Arménie que vous faites de la dissuasion. Au contraire. Est-ce que les États-Unis sont intéressés à la sécurité de l'Arménie avec l'élection de Donald Trump? La réponse est non. Les États-Unis sont en train d'abandonner l'Ukraine à la Russie. Vous pensez bien que l'Arménie, elle ne boxe pas dans la même division que l'Ukraine. L'Arménie vient bien après dans la liste des préoccupations. Donc ce n'est pas en se gargarisant des rencontres avec des officiels de la Maison-Blanche ou en parlant donc de l'importance d'un partenariat stratégique avec les États-Unis que l'Arménie va être sécurisée. Le seul pays qui s'intéresse à l'Arménie, vous l'avez bien dit, c'est la France. Le seul pays qui vend des armes, et encore une fois, c'est du transactionnel, c'est pas une alliance. L'Inde ne propose pas d'alliance à l'Arménie. L'Inde vend de l'armement à l'Arménie que l'Arménie ne peut pas se procurer à la Russie et qu'elle a payé à la Russie, que la Russie ne lui a pas livré. Donc c'est très très important d'avoir tous ces éléments en tête avant de commenter, avant d'analyser donc la donne géopolitique. Et enfin, revenons sur le partenariat ou le non-partenariat Arménie-Diaspora. Je crois que la diaspora n'est pas au centre des préoccupations du gouvernement arménien parce que ce gouvernement est très déçu du fait que la diaspora ne se soit pas mobilisée financièrement davantage après la révolution de velours. Je pense qu'il y a une immense déception de la part de cette nouvelle élite qui a pris le pouvoir et qui vient de la société civile et qui pensait que en changeant le paradigme et en assainissant la vie économique, la vie politique de l'Arménie, c'est-à-dire en faisant la chasse aux oligarques, très concrètement, ben la diaspora, elle aurait plus confiance, elle irait plus en Arménie pour investir et je ne pense pas que la diaspora a fait un saut qualitatif pour réaliser des investissements porteurs de sens. Donc il y a une vraie déception et le Premier ministre l'a dit, il l'a dit très clairement et on l'entend là-dessus. Mais là où il y a un vrai problème, encore une fois, c'est qu'il est en train de fragiliser la diaspora avec cette nouvelle rhétorique, en donnant aussi la parole à des acteurs qui sont complètement marginalisés, notamment en France, qui sont même dangereux à plusieurs égards, par leur amateurisme, par leur opportunisme, par leur alignement aussi sur certaines thèses révisionnistes pro-turques. Donc c'est très dangereux de donner du crédit à ces gens-là, mais aussi c'est dangereux de ne pas aider de ne pas rétablir la confiance avec des acteurs, pour le coup, plus légitimes. Alors, il y a aussi un point important qu'il faut comprendre. Moi, j'ai posé cette question au Premier ministre, mais je pense qu'il ne l'a pas comprise. J'ai dit, écoute, on comprend très bien les préoccupations de l'Arménie. On comprend très bien l'épée de Damoclès qui est sur vous et qui fait que vous n'avez pas le luxe de vous occuper de la cause arménienne. D'ailleurs, vous l'abandonnez très clairement et c'est tout à fait compréhensible. Je ne suis pas ici assis confortablement depuis mon salon parisien pour donner des leçons ou pour juger. Hein. Je n'ai pas le droit. Je ne suis pas citoyen d'Arménie. Je ne paye pas mes impôts en Arménie. Je ne sers pas l'armée arménienne. Je n'ai aucun droit là-dessus. Par contre, je pose la question suivante. Est-ce que l'Arménie peut laisser les organisations, je dirais militantes ou pas de la diaspora, agir pour la défense des intérêts du peuple arménien, c'est-à-dire très concrètement la question de l'Artsakh, la question du droit au retour, la question de la saisine de la Cour pénale internationale contre M. Aliyev par le CCAF s'inscrit dans une démarche de prise en charge de la diaspora. Je crois que c'est important aussi parce que la diaspora doit résister.
Elle doit résister contre ce rouleau compresseur panturquiste. Elle doit ne pas, je dirais, céder à cette guerre psychologique. Alors, c'est un jeu d'équilibriste, certes, qui est dangereux, parce que l'Azerbaïdjan va répliquer, mais je crois que c'est un message qu'on envoie aussi aux Arméniens d'Arménie, aux Arméniens d'Artsakh, au monde entier, pour dire que le peuple arménien est debout, le peuple arménien est en lutte et ne peut pas céder à ce diktat. À l'État arménien de manœuvrer habilement en se désolidarisant, s'il le veut, de la diaspora et en multipliant ses partenariats avec le plus de pays possible, tout en gardant des relations étroites, en rétablissant par des relations étroites avec la Russie. Je ne dis pas qu'elle doit le faire de gaieté de cœur, elle doit le faire dicté par l'intérêt suprême de l'État arménien, c'est d'assurer sa pérennité et sa survie. Aujourd'hui, c'est l'État arménien et le gouvernement arménien, le premier ministre arménien, se comporte comme un funambule. C'est-à-dire que le moindre faux pas peut s'avérer fatal. C'est pourquoi il est important de ravaler sa fierté et de comprendre que le gaz que la Russie vend à l'Arménie, c'est le moins cher qui soit après la Biélorussie. Je crois que c'est $165 litre. Ce n'est pas le gaz iranien qui va remplacer le gaz russe. C'est très bien le nucléaire, on a besoin de nucléaire, de le moderniser avec l'aide de nos amis français et américains, mais ça ne va pas pallier donc le déficit énergétique. Donc tout cela s'inscrit dans une démarche de diversification. Et encore une fois, au gouvernement arménien d'être assez mûr qui possible pour mettre de côté ces états d'âme, pour mettre de côté la question de l'allégeance et de remplacer en fait l'allégeance par le talent, c'est-à-dire d'ouvrir des opportunités pour que des gens qualifiés de la diaspora puissent venir en mission pour travailler dans une nouvelle culture de travail intelligente, un nouveau partenariat horizontal au renforcement de l'État arménien. Merci Tigran pour cette interview. Merci Annie. Merci d'être resté avec nous et continuez à suivre Civilnet.